Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau point hebdomadaire de la chaîne Météo Tropicale. Alors la semaine a été entre guillemets calme, en tout cas au niveau cyclonique, pour la zone Antilles-Caraïbes. Elle n'a pas été très calme au niveau précipitation parce que, je vous avais dit lors du dernier point, il y avait une perturbation qui était derrière Tamis, qui avait récupéré de la convection de Tamis qui devait passer en fin de semaine sur l'arc. C'est ce qui est en train de se passer, avec notamment des vigilances jaunes et oranges sur les îles françaises. Voilà. Puis il y a eu bien entendu l'épisode Otis sur lequel je reviendrai en fin de ce point spécifique. Alors, ce petit point va être fait en 3 parties. Alors, il n'est pas en live parce que j'avance mon voyage. Alors, vous n'avez pas trop entendu parler de moi de cette semaine parce qu'il n'y avait pas de risque particulier et qu'après 2-3 semaines à rester un peu bloqué à cause de Tamis, de Philippe et de tout le reste, j'avais perdu du temps sur mon déplacement et mon voyage vers la Turquie. Et là, du coup, cette semaine, j'ai fait plus de 1300 km. Donc, j'ai bien avancé. Je suis maintenant plus qu'à 250 km de la frontière turque. Donc, voilà, aujourd'hui, je suis sur la mer Noire, je suis à Constanta, c'est à un peu plus de 100 km de la frontière de l'Ukraine, mais bon, tout est calme, il n'y a pas de souci particulier. Donc voilà, ça c'était juste pour les infos. Donc le point va être séparé en 3 parties. Première partie, ça va très vite, que fait Tamis, parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait des gens qui pensaient que Tamis allait revenir sur l'arc antillais. La deuxième partie, on va parler du point hebdomadaire, quels sont les risques pour les Antilles pour cette semaine. Et la troisième partie, on va revenir un petit peu sur pourquoi l'ouragan Otis est un tel échec de prévision. Alors, ça concerne le Mexique, vous allez me dire, ça ne nous concerne pas, sauf que ça nous concerne totalement parce que c'est un sujet qui est parfois un peu tabou chez les prévisionnistes spécialisés dans les cyclones. C'est la question de l'intensification rapide. Et donc, cette question-là, elle concerne aussi bien l'arc antillais, peut-être même plus l'arc antillais, en fait, j'aurais tendance à dire que le reste, parce que l'arc antillais, c'est avec les systèmes barbadiens, c'est vraiment la zone sur la planète qui se prête vraiment le plus à ce que les intensifications rapides génèrent d'énormes dommages. Donc ça concerne tout à fait l'arc antillais, c'est pour ça que je voulais vous revenir un petit peu dessus en fin de ce point. Donc les 3 parties sont résumées à droite, là, sur YouTube, vous pouvez accéder à l'une ou l'autre. Donc, si vous voulez, vous pouvez voir la vidéo en 3 fois, si vous n'avez pas le temps de le voir en une seule. Ou vous pouvez directement aller à la partie qui vous intéresse le plus. Écoutez, on va y aller. J'ai plus grand chose, donc si juste toujours pareil, n'hésitez pas à mettre un like si vous aimez, ça aide beaucoup la chaîne. On a passé les 10 000 abonnés, 10 300 quasiment je crois, donc c'est très bien. Et pareil, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, parce que là c'est un point hebdomadaire, mais quand il y a un système, c'est un point tous les jours et pas forcément avec d'informations sur les réseaux sociaux. Donc si vous n'êtes pas abonné, c'est ce que j'expliquais, si vous n'êtes pas abonné, vous voyez juste le lien apparaître par hasard quelque part, vous y allez, et puis la vidéo elle date de 24 ou 48 heures, elle n'a plus aucun intérêt, parce que s'il y a un système qui menace l'arc antillais, que vous arrivez sur la chaîne 48 heures après, où il sera déjà passé, où les informations que vous verrez seront plus d'actualité, parce qu'entre temps il aura évolué et tout. Donc voilà, c'est important que vous vous abonniez, que vous activiez les notifications dans ce type de vidéo. Après c'est là c'est vraiment de l'actualité très fraîche que je vous donne, donc si vous y arrivez avec du retard, vous y trouverez pas trop d'intérêt en fait. Voilà. Bon, fin de la petite partie. Ah oui, et toujours pareil, merci pour les abonnés à la zone privée qui sont toujours nombreux. Merci à vous infiniment et à tous ceux qui aident d'une manière ou d'une autre le site Météo Tropicale, soit par des dons, soit ici par des super tanks ou ce genre de choses. Ça aide beaucoup à payer les serveurs, à payer parce qu'il y a des gros montants tous les mois en fait. Donc voilà, ça permet juste que, alors c'est pas autonome, mais en tout cas ça aide bien et c'est super. Merci, merci à vous. Alors première partie, que fait Tamis ? Ça, c'était une bonne question. Donc, que fait Tamis ? Tamis, on le voit ici, alors on va le regarder un tout petit peu plus en large. Tamis est en train de chiller, comme disaient les jeunes maintenant, c'est-à-dire de prendre du bon temps et de se prélasser ici, dans cette zone-là. Elle est remontée, elle est un peu partie vers l'ouest, elle est revenue vers l'est, elle est en train, elle retourne, elle redescend. Et comme toujours dans ces situations-là, souvent je fais un short pour expliquer, mais là, j'avais pas trop le temps.
Donc souvent dans ces situations-là, vous avez des gens qui se disent « Ah, regardez, l'ouragan Tammy, d'abord c'est plus un ouragan, c'est une tempête post-tropicale, revient vers les Antilles, c'est une catastrophe, ça va faire comme Otis, enfin bon, j'en ai vu des vertes et des pas mûres, comme toujours. » Bon, c'est pas le cas, hein. Je vous rassure de suite, Tammy, alors Tammy s'est dissipé, a disparu des radars totalement, puis est revenu sous forme de perturbation monitorée par le NHC, et puis est repassé en dépression post-tropicale. Bon, ça arrive de temps en temps qu'on ait des systèmes comme ça, un peu persistants, mais en tout cas, il ne menace rien ni personne, hein. Pourquoi elle tourne dans ce sens-là? C'est assez simple, hein. On va le faire, je vais vous le montrer ici, et pourquoi ça ne va pas durer. Hop, on va revenir à 0. Tac, voilà, c'est ici. Vous voyez, Tammy est là et sa trajectoire normale, c'est vers là. Et elle peut pas y aller parce que il y a cet anticyclone, cette zone de haute pression qui est ici, et que il est plus simple pour ce système qui a tendance à aller vers sa droite. Quand il rencontre quand il est face à une zone de haute pression comme ça, il va toujours avoir tendance à aller vers la droite de la zone vers sa droite que vers sa gauche, puisque ça c'est l'effet Coriolis qui fait ça. Donc du coup voilà, c'est pour ça que ça fait ça, ça revient un tout petit peu, parce que regardez comment ça va évoluer. Donc vous voyez la zone de haute pression bascule légèrement vers le sud, et en basculant vers le sud et en venant refermer par en dessous, comme Tammy va sur sa droite, bah elle va faire une petite espèce de colimaçon là. Voilà, bon, rien de bien grave, vous voyez, il y a d'autres pressions qui s'installent un petit peu au sud, voilà, et qui persistent pour quelques jours, donc il n'y a pas de véritable risque que ça vienne vers le sud, hein. Et puis de toute façon, la présence de haute pression, et puis on va le voir, de conditions très défavorables, vont faire que Tammy ne devrait pas résister longtemps. Voilà, donc ça c'est juste, je voulais revenir 2 secondes là-dessus, parce que j'ai vu quand même un petit peu d'inquiétude. Bon, ça parle de Tammy, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt en fait. Voilà, donc on va passer à la deuxième partie qui est le point hebdomadaire pour cette semaine, et on va regarder un petit peu ce qui se passe en Atlantique comme on le fait toutes les semaines à la même heure. Alors ça c'est la situation en Atlantique. Donc vous voyez, on a Tammy qui est ici, donc il pourrait de faire ça, et on a une perturbation qui est ici, et qui menace de partir, de longer les Bahamas et de partir vers là. On va le voir dans la prévision des modèles un petit peu, mais bon voilà. Il y avait une autre zone qui était ici, et qui a été totalement lâché par le NHC dans la nuit, je sais pas pourquoi. Bon, voilà, pas dû. Mais il pourrait se passer quelque chose ici. En fait, alors pas cette semaine, peut-être en fin de semaine, mais tout simplement parce que l'onde qui est en train de traverser l'arc entier, là, qui est vraiment très active, certains modèles commencent à la voir venir toucher, rester très, très au sud, là, une trajectoire très ouest, et trouver un terrain de renforcement potentiel ici, et le GFS la voit même traverser Cuba en ouragan de catégorie 5 pour remonter vers le nord. Alors on est sur des prévisions à 200 à près de 300 heures, hein, donc c'est bien entendu bien trop loin pour qu'on puisse en tirer une quelconque conclusion, mais voilà, donc il pourrait se passer un petit peu quelque chose. Celle-là ne nous concerne pas, et ça ne devrait même pas concerner les États-Unis. On regardera ça sur la prévision tout à l'heure. Et donc le GFS voit un petit truc comme ça. La bonne nouvelle pour l'arc antillais et pour les grandes Antilles, c'est qu'il ne se passe absolument rien dans l'Atlantique. Et pour une raison très simple, on la voit ici, c'est que les conditions sont défavorables sur la quasi-totalité de la zone de développement majeur. Et on va y revenir en détail un tout petit peu plus loin. Donc voilà la situation, hein, c'est ça, c'est ce que je vous disais. Pourquoi Tammy est là, il va faire ça tout simplement parce qu'elle est coincée un petit peu dans cette zone-là. Naturellement, elle ne va pas remonter vers là, parce que vers sa gauche, hein, parce que c'est contraire à la physique et à l'effet Coriolis. Donc elle va avoir tendance à se maintenir là tant que les zones de haute pression font ça. Voilà, on voit qu'on a la ZIG qui est ici, qui est sur 5 nord à peu près, donc plutôt un peu sud, à sa position on va dire à peu près normale. On voit qu'on a une autre zone perturbée qui est ici, c'est pas vraiment une zone tropicale, c'est vraiment une zone très perturbée, on va la regarder après sur l'imagerie satellite. Puis voilà, on a une petite zone de basse pression, un petit creux qui va sortir sur l'Atlantique, mais pour l'instant personne ne lui voit d'avenir.
Alors au niveau de la température de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est toujours très chaud, même si on commence à voir maintenant clairement un rafraîchissement dans cette zone-là. Ça, maintenant, c'est vraiment très net. Alors, on en a un autre ici. Je pense qu'il est plutôt lié au fait qu'on a eu pas mal de zones perturbées, de convection dans cette zone qui a peut-être refroidi un petit peu l'eau. C'est en tout cas une des hypothèses. Mais on voit quand même, et ça c'est traditionnel, à partir de fin octobre, on sait que la gire atlantique ramène de l'eau froide de cette zone-là, et que plus froide en tout cas, et que donc petit à petit on va avoir de l'eau qui va commencer à se rafraîchir par là. C'est plutôt une bonne nouvelle, même si on est encore bien plus chaud que ce qu'on devrait être à cette période-là, y compris dans cette zone-là. C'est-à-dire là, dans cette zone-là, on est encore 2 degrés plus chaud que ce qu'on devrait être normalement. C'est-à-dire, pour vous dire à peu près, en ce moment, cette zone-là, à 28, là, c'est la température qui fait première quinzaine d'octobre à peu près. Donc on a 15 jours, 3 semaines même de retard dans le rafraîchissement, ce qui est important parce que le rafraîchissement est rapide normalement à cette période-là, et que donc du coup, on se retrouve quand même toujours dans cette zone-là, vous voyez, avec des températures qui sont extrêmement chaudes, 28,5, 29, 29,5, 30. Donc on est toujours dans une zone où un truc à la con comme Tamis pourrait venir créer un peu de problème. Mais la bonne nouvelle, c'est que les autres conditions ne sont pas du tout favorables et que ça ne devrait pas arriver, en tout cas pas cette semaine. Alors si on regarde un petit peu le sable et l'air sec, alors on voit, on a une langue de sable et d'air sec vraiment au nord avec un petit peu plus ici. Alors c'est peut-être ça aussi qui justifie le fait que l'eau soit un peu moins chaude. Tout simplement, on voit bien, c'est l'anticyclone qui est là, qui empêche Tamis d'avancer, et donc qui vient vient récupérer du sable là au niveau du Sahara et le ramène par l'est sur le nord de la zone de développement majeur. On n'en a pas trop d'air sec sur la zone de développement majeur elle-même, mais par contre on voit bien que ici on a une redescente, donc finalement tout ce qui pourrait naviguer ici en fait serait au contact quasi direct. Et on le voit un petit peu mieux dans l'imagerie satellite en vapeur d'eau, vous voyez, vous avez vraiment cette langue de zone très très sèche là, qui vient et qui descend très au sud, vous voyez, elle descend quasiment sur 12 nord, quoi. Donc bon voilà, ça c'est une première barrière de protection qui est là, et qui était alimentée en flux continu, en sable et en air sec du Sahara par l'anticyclone, donc ça va pas s'arrêter. Et la deuxième chose, c'est que, regardez, le cisaillement, vous voyez, on a un cisaillement très important de secteur nord-est, puis de secteur nord-ouest, puis ouest. Et si on avance dans la semaine, vous voyez, ça change pas. Alors un petit creux ici, mais après derrière, ça se renforce très très fort. Et voilà, dans ces conditions, bien entendu, il n'est pas question que quoi que ce soit se renforce dans l'Atlantique, même s'il pourrait y avoir une petite opportunité ici, mais on a vu, on a toujours du cisaillement sur l'arc antillais, donc le risque est faible pour l'arc, et on a vu qu'on avait quand même potentiellement une zone d'air sec qui était ici et qui allait jouer la protection. Donc voilà pourquoi les conditions de renforcement sont très défavorables, et pourquoi probablement, ou très certainement même, la semaine allait être très calme au niveau de la zone de développement majeur en ce qui concerne le risque cyclonique. Donc pas de risque réel pour l'arc antillais pour cette semaine. En termes de cyclone, encore une fois, je ne parle pas de pluie, de précipitation et de risques liés à ça, c'est encore autre chose. Et on va le regarder après. D'ailleurs cette prévision elle est confirmée, voilà l'ensemble GFS, donc vous voyez chaque point c'est un membre qui voit une anomalie de pression, donc vous voyez il se passe rien sur la zone de développement majeur, ça part d'ici, et puis non, ça part de là, pardon, et puis il se passe rien, 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 et puis il se passe rien. On a de l'agitation ici, donc c'est ce que je vous disais, c'est l'onde qui est en train de passer qui va commencer à venir générer des problèmes là. On va le regarder sur un autre slide. Voilà, il se passe rien, il se passe rien, il se passe rien. D'accord, on n'a pas, vous voyez, absolument rien qui vient menacer l'arc antillais, et là on est à 300 heures, donc voilà, vous pouvez rester à peu près tranquille en termes de cyclone. Normalement il ne devrait pas vous arriver grand chose. Après si alors je voulais vous montrer ça, autre chose, revenir ici sur le GFS et augmenter la région pour venir sur l'Atlantique Nord. Voilà,
Donc ça c'est la même mais dézoomée, hein. Et donc c'est ce que je vous disais, vous voyez, vous avez l'onde qui est en train de passer là sur l'Atlantique, donc on voit, elle trouve un petit minimum de pression à partir de là, et puis vous allez voir doucement le minimum de pression va se creuser, voilà, hop 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 hop, ça se creuse 1002, voilà, et puis bon, ça c'est le GFS à très longue échéance, hein. Mais vous voyez, on est à 920 de pression sur le sud de Cuba, autant vous dire que personne ne souhaite que ça arrive, hein, clairement, et surtout pas les Cubains bien sûr, mais 927 c'est une horreur absolue. C'est de l'ordre de Irma, hein, pour vous remettre un peu les trucs dans le contexte. Donc voilà. Et ça, c'est si ça devait arriver, ce qui est peu probable encore, hein, on est encore à 250 heures, hein, donc à plus de 10 jours. Mais quand même, hein, le début du développement est ici. Vous voyez, on est à 168 heures. On est même entre 150, autour de 150 heures, donc il est tout à fait... Enfin, ça reste une possibilité. Et autre source d'inquiétude qui ne concerne pas du tout leur quantité, bien sûr, c'est cette zone de basse pression ici qui menace de se renforcer et d'avoir une trajectoire assez proche de ce qu'a eu l'ouragan Otis. Donc bon, voilà, zone d'inquiétude, mais sinon pour l'Argentine, pas de risque. Toujours par contre cette grosse incertitude pour Cuba et derrière pour les Bahamas et éventuellement la Floride, donc à surveiller dans les prochains jours quand même. Voilà. Sinon pour l'Argentine, c'est à peu près bon, et en termes de précipitation c'est un peu moins net, parce que vous voyez on part de là, donc vous avez la zone perturbée là qui a traversé un petit peu, donc il y a créé beaucoup de précipitations ces 24-48 dernières heures, et puis vous en avez une autre qui est ici qui est en train d'arriver, et vous voyez ça va vraiment s'accumuler. On a de la pluie quasi continue là ces prochains jours, voilà, donc attendez-vous à ce que au moins la moitié sud, en tout cas dans cette prévision là, soit vraiment sous des précipitations conséquentes, et je pense que la moitié nord pourrait l'être aussi, parce que c'est une prévision qui montre visuellement ce qui pourrait se passer, mais qui n'est pas précise à 100 km près, donc voilà. Mais vous voyez, agitation ici aussi, donc ça veut dire que cette onde qui est en train de passer, qui va passer là, va petit à petit se trouver un terrain propice dans de l'eau qui est pour le coup très chaude, 31 degrés ici, et donc la convection va se développer, et c'est ce qui génère ce risque donc sur Cuba ensuite. Alors on va passer à la partie 3, qui est techniquement celle qui va être la plus complexe entre guillemets, mais je pense qui intéresse tout le monde, parce qu'en fait vous allez voir, ça n'annonce pas forcément grand chose de bon pour l'avenir, et surtout ça montre notre incapacité à prévoir ces systèmes à renforcement très rapides. D'ailleurs, on avait connu des erreurs de prévision sur Maria, hein, déjà, hein, donc c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Alors, voilà un petit peu la prévision du 24 octobre à 0h UTC des modèles. Tac, et voilà ce qui s'est passé 24 heures plus tard. Donc vous voyez que ça c'est la réalité, ça c'est les points, c'est ce qu'on appelle les best track, hein, et ça c'est ce que prévoyaient les modèles. Donc vous comprenez bien que il y a, comme dirait l'autre, une mouche dans le pâté, parce que ils sont passés totalement à côté de ça. Mais alors quand je dis totalement, c'est totalement, ça fait partie probablement du top 5 ou du top 3 des plus gros échecs de prévision sur un système, ça, vraiment. On en a eu cette saison, hein, notamment celui qui était, c'était pas Philippe, c'était avant Philippe, là un peu avant Philippe, je me rappelle plus comment il s'appelait, qui avait été très mal lu par les modèles, mais c'était pas une identification rapide. Là on a affaire à un système qui était prévu de rester en tempête tropicale et qui est devenu un ouragan de catégorie 5 en l'espace de 24 heures. Donc vous comprenez bien que pour la préparation, c'est monstrueux. Parce que les gens s'attendaient à avoir une tempête tropicale. Donc remettez-vous dans le contexte des Antilles, on vous dit une tempête tropicale qui va arriver, pompez d'up, on s'en fout, on n'annule rien, on continue à laisser des chapiteaux dehors, à faire nos concerts, nos animations, nos activités. On prévoit d'aller à la plage avec les enfants, d'aller faire des photos des vagues, d'aller faire du surf, d'aller faire du kite, ou n'importe quoi d'autre. Sauf que là, les gens qui ont fait ça, certains sont probablement morts. Et les autres ont perdu absolument tout ce qu'ils avaient. Alors, attention, hein, la préparation, elle est importante dans le cadre des risques humains, d'accord ? Les risques matériels, quand vous avez une catégorie 5 à 140 nœuds d'intensité qui vous passe sur le coin de la figure, vous pouvez avoir mis du bois sur les vitres de votre maison, ça va pas forcément
suffire, hein, d'accord, on est bien d'accord. Quand vous avez des rafales à 300 km/h, bon, il n'y a pas grand-chose qui résiste. On a vu que même des immeubles en béton pouvaient se faire en partie souffler. Donc c'est pas de ça, hein. C'est juste que en termes de protection humaine, c'est pas la même chose. Si on vous prévoit en catégorie 5, vous allez vous mettre à l'abri. Si on vous prévoit une tempête tropicale, vous allez rester chez vous tranquillement, vous allez laisser tout traîner dans votre jardin, dans votre terrasse et tout, et vos pots de fleurs vont devenir des projectiles, les noix de coco sur les cocotiers vont devenir des projectiles, vous allez laisser potentiellement les vitres de votre bagnole ouvertes, enfin tout ce genre de joyeuseté, et puis vous n'allez pas avoir le matériel qu'il vous faut pour tenir à la suite du passage d'un ouragan de ce type-là pendant un temps beaucoup plus long. C'est-à-dire que si vous avez un ouragan de catégorie 5, et on l'a vu pour Irma, c'est plusieurs jours, voire des semaines, où on n'a pas accès au minimum vital, l'eau, d'accord ? Les réseaux d'eau sont défoncés. Donc du coup, quand on vous prévoit une tempête tropicale, vous vous dites, bon, c'est pas la peine que j'aille faire des courses. C'est bon, ça va durer 4-5 heures, et puis derrière, les magasins vont ouvrir le lendemain, et puis c'est fini. Sauf que c'est devenu un catégorie 5, les magasins se sont fait littéralement disséminer façon puzzle dans la nature. L'eau est coupée, plus rien, plus de solution. Donc c'est pour ça que je dis que la prévision est capitale aujourd'hui, parce que c'est celle qui permet de se préparer, et que sans préparation, c'est catastrophique pour les populations, y compris dans des pays comme la France. Donc voilà, pourquoi cette situation-là est absolument catastrophique. Alors, qu'est-ce qui a mené à ça ? La première chose, c'est que il faut bien comprendre que l'intensification rapide des ouragans, c'est quelque chose que l'on ne maîtrise pas bien. Encore, c'est un peu comme d'autres éléments, on le comprend quand on y rentre dedans. C'est-à-dire qu'au moment où on voit qu'en l'espace de 4 heures, la pression est tombée de 20 hectopascales, on comprend qu'on a un problème, et là de suite, on voit ce qui est. Mais avant, en fait, au-delà de 48 heures avant, c'est difficile de savoir si un cyclone, c'est pas quasi impossible, mais très difficile de savoir si un cyclone va se renforcer de manière plutôt normale, régulière, ou si on va avoir un renforcement explosif, et donc qui va mener à ce genre de résultat. Alors pourquoi les modèles ont des faillites sur cette situation ? Il y a 3 raisons principales à ça. La première, c'est que on a peu de statistiques sur l'intensification rapide. C'est-à-dire que ça concerne moins de 0,5% des systèmes cycloniques. Donc du coup, quand vous ramenez ça à une zone géographique et à des conditions particulières, épisode El Niño, eau très chaude, enfin différentes choses, les modèles n'ont absolument aucune base statistique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la base statistique leur permet d'ajuster leurs prévisions. C'est-à-dire, s'ils prévoient une catégorie 4 à un endroit donné et que sur les 50 dernières années, dans toutes les situations équivalentes, on n'a jamais eu plus qu'en catégorie 1, ça va leur permettre de corriger un tout petit peu leur sortie. D'accord ? Là, en l'occurrence, ils n'ont pas. Donc eux, ils ont une sortie qui leur dit ça, mais comme ils n'ont pas de statistiques disponibles qui permettent de voir qu'il y a déjà eu des situations comme ça, s'ils avaient eu des statistiques qui aient montré que une intensification rapide dans des conditions absolument équivalentes dans la même zone géographique pouvait arriver, il est probable que certains membres soient partis vers cette solution-là. Donc ça, c'est la première chose. Il nous manque des statistiques. Et là, ça, malheureusement, ça ne va pas changer dans les semaines qui viennent. La deuxième chose, c'est que la météo mondiale, en fait, est basée sur un pas de 6 heures. D'accord, vous voyez, 0h, 18h, ouais. Les sorties de modèles sortent toutes les 6 heures, les bulletins météo sortent toutes les 6 heures. Voilà, tout est calé sur ce pas de temps-là. Ce pas de temps, il est parfait pour la météo en zone tempérée, voire même pour le renforcement cyclonique traditionnel. 6 heures, ça suffit amplement. 6 heures, c'est aussi le délai, la plupart du temps, entre 2 vols du NHC, 2 Hurricane Hunter. Donc, c'est un pas de temps qui est
Et puis 6 heures entre guillemets, pourquoi 6 heures? Pourquoi on n'a pas de temps de 6 heures? En fait, il faut revenir un petit peu au départ. C'est tout simplement parce que le GFS, historiquement, qui est le modèle, le père des modèles, met à peu près 6 heures pour sortir son run. Il met 5h30 en gros, pour sortir toutes les échéances. Et au fur et à mesure que le matériel évolue, que les fermes de serveurs sont de plus en plus performantes, on lui donne des fonctionnalités supérieures, on le fait pas sortir plus rapidement en fait. Donc on a admis qu'un pas de 6 heures était un pas raisonnable. Donc même si aujourd'hui on pourrait faire tourner le GFS il y a 10 ans en 3 heures, parce que les fermes de serveurs sont bien plus performantes, il n'empêche qu'on le fait tourner toujours en 6 heures, en 5h30, parce qu'on lui fait faire plus de choses. Or le pas de 6 heures, le pas de temps de 6 heures, il n'est absolument pas adapté au renforcement intense. Tout simplement parce que quand le modèle, déjà au bout de 6 heures, quand vous avez la sortie du GFS par exemple de 0 heure, ça veut dire qu'il a été initialisé avec des données qui datent de 18 heures. Non, c'est pas tout à fait ça. La sortie de 18 heures arrive à minuit, donc 6 heures après, mais avec des données qui datent au mieux de 18 heures et parfois du run de 12 heures. Parce que, je vais y venir, c'est la troisième raison, quand on n'a pas les données de station météo, elles sont tirées du run précédent du modèle. Donc ce qui fait que potentiellement, on a certaines données qui peuvent être liées, qui peuvent avoir déjà, au moment de la sortie, elles peuvent être vieilles de 12 heures. Donc vous imaginez bien un système qui a perdu quasiment, qui a gagné en intensité 100 nœuds quasiment, 80 nœuds en l'espace de 12 heures, si vous avez des pas de temps aussi grands pour l'analyser, vous passez à côté, forcément quoi. Donc ça explique pas pourquoi on l'a pas vu plus tôt arriver. Mais ça, c'est ce que je vous ai dit, c'est un problème de statistique. Et le problème, c'est qu'au moment où on est arrivé, où il a commencé, en fait, à se renforcer, les temps météo, les pas de temps météo sont pas suffisamment courts pour qu'on ait le temps de réagir et de voir ce qui se passe, en fait. On le voit parce qu'on voit les mesures. Mais les modèles ont toujours 6 heures ou 12 heures de retard là-dessus. Donc, du coup, les modèles sont pas du tout adaptés aujourd'hui à prévoir à court terme un renforcement intense et en tout cas à être aux prises avec l'intensité du renforcement. Ça, il faut bien le comprendre, hein. C'est juste pas possible pour eux, en fait. D'accord ? Et la troisième raison de tout ça, et pour moi, c'est la plus importante parce que c'est celle sur laquelle on pourrait avoir le plus de moyens d'intervention, en fait. C'est juste parce que, globalement, dans ces situations-là, on manque de données. On l'a vu par exemple pour Philippe. Rappelez-vous, Philippe était ici, il était prévu pour essayer une tempête tropicale, il était prévu être à 35 nœuds, un avion est passé à l'intérieur, on l'a trouvé, il était à 55 nœuds, et en l'espace de 12 minutes, le NHC l'a prévu pour devenir un ouragan de catégorie 2. Donc vous voyez bien que l'observation, c'est la base de la météorologie, hein. La météorologie est basée sur l'observation et les modèles numériques de modélisation sont basés sur l'observation. Quand ils n'ont pas d'observation fraîche en quantité suffisante ou en fraîcheur suffisante, donc quand les données sont peu solides, finalement, les sorties sont peu solides aussi. C'est une évidence absolue. Et je pense que c'est ça en fait l'idée générale. C'est-à-dire que d'une part, on est extrêmement dépendant, que ce soit l'arc antillais, que ce soit les Grandes Antilles, que ce soit la Caraïbe, ou que ce soit l'Amérique centrale au niveau Pacifique, d'accord ? Tous les pays sont extrêmement dépendants des États-Unis dans leurs prévisions cycloniques. Parce que les modèles, la plupart sont américains, européens, enfin en tout cas, ils n'ont pas personne dans ces lieux-là de modèles à eux. Les observations, elles viennent toutes de satellites américains, européens et tout. Il n'y a pas de réseau d'observation fin, maillé et très performant dans ces zones-là. On va le voir juste après. Et du coup, c'est un peu le bon vouloir des Américains, quoi. Est-ce qu'on envoie un Hurricane Hunter sur le système ? On croit que c'est une tempête qui va venir, donc on n'est pas forcément pressé de l'envoyer. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que, ok, pour Philippe, qui était prévu de rester une tempête, ils ont envoyé un Hurricane Hunter quand elle est arrivée entre 55 et 60 ouest. C'est là qu'on a vu qu'on n'était pas dans les clous. Mais s'il n'avait pas envoyé à ce moment-là, d'accord, s'il envoie 24 heures plus tard, vous imaginez le problème que ça fait. Et alors imaginez la même chose si au lieu de devenir en catégorie 1, ça devient catégorie 3 ou 4. Voilà.
on y est pour Otis, c'est exactement ce qui s'est passé. Le NHC n'a pas envoyé d'avion suffisamment rapidement, le maillage des données dans la zone est trop faible, et du coup les modèles n'étaient pas alimentés suffisamment en données fiables. Et du coup, entre le fait qu'il n'y a pas de statistiques et que le pas de temps d'un modèle est ce qu'il est, voilà, c'est catastrophe pour un renforcement rapide, pour une intensification rapide. Et ça, malheureusement, ça va se reproduire. Parce que, ça sera probablement un des derniers slides que je vais vous montrer, ça, pour vous donner une idée, ce sont les points de données météo. Alors vous avez des bateaux, vous avez des bouées, d'accord, et vous avez des stations à terre. Regardez un peu le maillage autour des côtes américaines en information. Et encore, dans cette zone-là, ils sont un peu faibles, et je pense que... Mais c'est une zone sur laquelle leurs avions interviennent rapidement, donc voilà. Mais regardez, après, le maillage ailleurs. Vous imaginez quand vous avez un ouragan qui arrive sur le Nicaragua ou des zones comme ça, on n'a rien, il n'y a pas d'infos. Et regardez sur le Mexique, sur la zone qui a été impactée là, il n'y a rien, il n'y a aucune donnée. Ce qui veut dire que Otis, en fait, les seules données qu'on avait, c'était les données satellites. Alors, les données de vent satellite, c'est ce qu'on appelle des scatéromètres, les capteurs. Le problème, c'est qu'ils sont posés sur des satellites qui ne sont pas géostationnaires. Et donc, on a des satellites qui circulent autour de la Terre comme ça, et donc qui passent un coup là, puis le coup d'après, il passe là, puis le coup d'après, il passe là. Si 2 fois d'affilée, il le rate, on n'a pas les vents dans le cœur. Donc, et comme on n'a pas de station météo ici, la seule chose qui reste, en fait, c'est les outils d'analyse automatisée d'intensité des cyclones, le Dvorak et d'autres systèmes, qui analysent l'évolution des nuages et donc potentiellement le vent qu'il y a et tout, et en déduisent des potentiels de renforcement. Mais en l'absence de données supplémentaires, ça suffit pas. Donc voilà, vous voyez, vous n'avez pas de données. Donc ça, par contre, on pourrait tout à fait lutter. Vous voyez un petit peu, nous, au large des Antilles, le désert que l'on a. On n'a aucune donnée. C'est-à-dire que si le NHC nous envoie pas des avions qui arrivent la plupart du temps de Floride, donc vous imaginez la route qu'ils sont obligés de faire pour venir ici, on est à poil, quoi. Vous voyez bien, on est à poil. On n'a pas d'informations. Donc je pense qu'il va être temps quand même que les pays de la Caraïbe, et la France en tête, puisque c'est le pays le plus riche de tout ça, commencent à décider de, si on est un peu utopique et rêveur, d'envoyer un satellite géostationnaire avec un scatéromètre qui va en permanence scruter cette zone-là pour nous dire attention, tout compte fait dans ce système, on croit qu'il y a 35 nœuds, mais en fait il y en a 55, d'accord ? Ou à minima, venir créer un maillage de bouées météorologique qui va nous permettre de connaître en temps réel les conditions en approche de l'arc. Il faut savoir qu'une bouée, c'est 1000 fois plus intéressant en termes de données qu'un avion. Pour un point donné, je parle. Parce que pour un point donné, une bouée, elle va envoyer une information toutes les minutes, toutes les 2 ou 5 minutes. Et donc on va pouvoir voir l'évolution de pression sur 1 heure à peu près, de proximité, on va voir l'évolution de la pression, qui va nous dire la vitesse de rapprochement, qui va nous dire la vitesse de baisse de la pression. On va voir le vent qui va, pareil, être relevé toutes les X minutes. Et donc en termes d'alimentation des modèles avec ces données, si les modèles avaient des données fiables et permanentes ici, ils seraient bien plus aptes à nous prévoir les systèmes sur l'arc antillais que ce qu'ils ont fait cette saison. C'est juste qu'on n'a pas de données. Voilà. Donc voilà, je pense que dans un monde qui se réchauffe, dans un monde dans lequel les océans vont se réchauffer, on l'a vu cette année, enfin je veux dire, on a des écarts de température sur l'Atlantique entre 1 et 2 degrés. Donc ça serait, alors c'est peut-être conjoncturel, je dis pas. L'année prochaine, on va peut-être revenir mais en tout cas, sur un prochain épisode El Niño, il faudra s'attendre à ce que on ait potentiellement des écarts de température de l'océan encore supérieurs à ceux qu'on a eu cette saison. Donc dans ce contexte-là, si on continue à refuser de faire ce qu'il faut pour avoir des données fiables en quantité suffisante pour permettre de bien modéliser, que les modèles soient capables d'anticiper ce qui va se passer sur les Antilles, on court à la catastrophe. Et un Otis qui vient frapper l'arc antillais, ça, c'est une possibilité absolue. Hein. Je veux dire, faut pas penser que c'est parce que c'est dans le Pacifique que ça peut pas arriver ici.
Ça peut arriver tout à fait de la même manière ici. C'est déjà largement arrivé ici. C'est déjà arrivé ici avec Maria. On en a eu d'autres. Hein. Donc il y en a eu la saison, il y a 2 saisons, il y en a un aussi qui s'était renforcé ici dans cette zone-là de manière totalement folle. Donc voilà, mais juste on les prévoit pas parce qu'on n'a pas assez de données, parce que les modèles sont sur des temps, ça on n'y reviendra pas. On peut juste espérer que les processeurs quantiques finissent par arriver et donc permettent aux modèles de sortir en 1h30 ce qui sort en 6h, et donc on puisse avoir des pas de prévision qui soient plus adaptés au renforcement intense. De toute façon, on sera obligé d'y venir à un moment ou à un autre, parce que quand ce type de système va commencer à se généraliser sur toute la ceinture tropicale dans beaucoup de pays, tout le monde va dire hop hop hop, on met le haut là, il faut que nos systèmes ils soient capables de le prévoir plus facilement. Mais ça reste du long terme. Le court terme, et pour améliorer énormément la chose, c'est de générer ici. Ou alors de dire ok, Météo France, on leur alloue un budget, on investit dans 2 avions qu'on met en Guadeloupe et en Martinique, et on gère nous-mêmes les investigations aériennes. Et donc du coup, on peut y aller quand on en a envie. Là, ils y vont quand ils en ont envie, le NHC. Et je les remercie absolument, parce que sans eux, on n'aurait pas vu Irma. Sans les avions, Irma serait arrivé. Moi, j'aurais pas pu vous dire, sans les donner des avions, 4 jours ou un peu plus à l'avance, que j'ai dit aux gens que je connaissais par téléphone et qui me connaissent, et parce que tout simplement, on n'aurait pas eu de données. Donc, il faut impérativement que les États des Antilles, grandes Antilles et petites Antilles, dont la France en priorité, qui a les plus de moyens que les autres, investissent un petit peu d'argent d'une manière ou d'une autre, soit dans un réseau de bouées, soit dans 1 ou 2 avions d'investigation, de manière à ce qu'on ait de l'information plus fraîche, plus fiable, et qui correspond à nos besoins en termes d'horaire. D'accord ? Quand le système il est à 100 km de la Martinique, et que l'avion est passé il y a 2 heures et qu'il doit repasser dans 4 heures, ben je suis désolé, c'est pas bon pour la Martinique. Il faut qu'à ce moment-là, il y ait un avion qui passe dedans. Donc, voilà pourquoi on a un échec de prévision sur ce type de système, et voilà pourquoi c'est un petit peu inquiétant pour l'avenir, tout simplement parce que notre système météo, que ce soit en termes de modélisation, que ce soit en termes de statistiques, ou que ce soit en termes de disponibilité des observations, n'est pas adapté à comprendre et à anticiper le renforcement intense. Voilà. Notre système n'est pas capable de le faire. Donc, le problème de tout ça, au final, c'est qu'après, ça ouvre la porte à toutes les prévisions farfelues. Parce que là, voilà, Otis, en fait, j'ai vu passer des posts. Vous voyez, quand on dit qu'il peut arriver en catégorie 5 sur les Antilles, tout le monde rigole, tout le monde dit non, les modèles ne le prévoient pas. Donc, voilà à quoi ça mène après. C'est-à-dire que plus personne n'a confiance en rien. Les modèles, 99 fois sur 100, à 48 heures, ils sont proches. Vous avez fait la démonstration pour Tami, d'accord ? Une fois, sur un renforcement très intense, ils sont pas là. Parce que, pour les raisons que je vous ai expliquées. Ça justifie pas qu'on n'ait aucune confiance en eux sur le reste du temps. D'accord ? Voilà. Donc écoutez, alors à propos des modèles numériques et de tout ce système-là, hors saison, là, cet hiver, je ferai une vidéo dédiée. Je vais essayer de faire, chaque année je le dis que je vais le faire, et puis je le fais pas, mais je vais essayer tous les mois de mettre une vidéo sur cette chaîne à partir de janvier. Pour expliquer certains fonctionnements. Je l'avais fait une saison où j'avais parlé d'El Niño, par exemple, différentes choses. Et je vais essayer de le faire pour vous expliquer comment fonctionnent les modèles numériques et différents éléments qui gravitent autour de la météo tropicale et des cyclones. Donc voilà, écoutez, ce point est terminé. Merci de l'avoir suivi. Donc toujours pareil, si vous avez aimé le contenu que je vous ai proposé, un petit pouce en l'air, ça aide bien la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ça vous permettra d'avoir les infos et activer les notifications. Et encore un merci à tous les abonnés à la zone privée et à ceux qui soutiennent le site. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis rendez-vous dimanche prochain à la même heure et je serai à Istanbul. Voilà. Salut, ciao.